Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau live tout fraîchement revisité parce que vous le voyez, c'est tout neuf, nouvelle config, je le fais en même temps que vous. On est comme à la maison, hein, vous le savez, ça se passe comme à la maison, on se prend pas la tête. Euh, bon bah voilà, nouvelle config et puis une nouvelle vidéo. J'espère que ça va vous plaire et que bah voilà, vous vous portez bien. Alors bon, une petite semaine un peu compliquée, hein, on va dire cette semaine sur les marchés. On peut dire que c'était un petit mou. Et donc on va voir un petit peu ensemble euh, quels sont les indicateurs dans ces moments un petit peu de faiblesse euh, qu'il faut regarder, parce que je pense qu'en fait, si on regarde pas en fait ces indicateurs, on n'a pas, on n'a pas compris un petit peu ce qui se passe sur les marchés et on se demande pourquoi est-ce que les choses tombent d'un coup ou augmentent d'un coup. Et je pense que c'est des indicateurs qu'on va regarder ensemble. Il y en a 8 qu'il faudra regarder autant sur le niveau, on va dire, économie normale que l'économie, on va dire, crypto. Donc voilà, pour moi, euh, ces 8 indicateurs, c'est vraiment des indicateurs sur lesquels il faut vraiment prendre l'habitude de les regarder parce que voilà, c'est vraiment des indicateurs qui font un petit peu la pluie et le beau temps. Alors, on va commencer avec un premier principe que je trouve très important. Euh, le premier principe qu'il faut comprendre dans les marchés, c'est que on peut imaginer que ce sont un grand vase, enfin deux grands vases communicants. Je m'explique par là. Quand on dit deux vases communicants, euh, enfin c'est des vases communicants. Il y en a pas que deux, il y en a plusieurs. En fait, quand de l'argent rentre sur des marchés, ce qu'on remarque la plupart du temps, c'est qu'ils ne ressortent jamais. Ils ne ressortent jamais des marchés. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que quand un marché ou des indicateurs descendent, c'est que d'autres augmentent. C'est pour ça qu'on parle de vase communicant. Et voilà, les flux dans les marchés se passent comme ça, passent d'un marché à un autre, d'un secteur à un autre. Et il faut bien comprendre ça, c'est que ce qu'on vit en ce moment et les marchés que vous avez vus descendre cette semaine, ça explique exactement ça, en fait. C'est que l'argent qui était actuellement dans des actions, on va dire, plutôt orientées technologiques, crypto-monnaies, etc., commence à partir et part dans d'autres secteurs type utilities, c'est-à-dire les secteurs des commodités, de l'essence, des matières premières, des entreprises plutôt orientées euh, matières premières, fabrication, etc., etc. Et ce qu'on remarque, c'est toujours des corrélations qui sont comme ça entre un vase qui se remplit, puis un autre qui se vide, et ainsi de suite. Alors, je vous ai parlé de 8 indicateurs. Ces 8 indicateurs, on va commencer à les regarder ensemble et on va aller directement dans mon écran magie. Et voilà. Euh, alors, le premier truc que je voulais vous montrer, c'est une petite info avant d'aller dans les, euh, dans ces indicateurs. C'est cette info que j'ai vue qui m'a un petit peu intrigué, qui m'a fait du mal. C'est cette histoire en fait de changement de hiérarchie des normes, où on sait en fait que on va bientôt avoir en fait des on va bientôt avoir en fait des faillites en cascade dans les prochaines semaines dues à cette crise en fait du coronavirus. Coronavirus. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que eh ben, il y a une réforme qui est en train de se prévoir et qui est en train de changer un petit peu la hiérarchie des gens qui vont récupérer de l'argent quand une société fait faillite. Alors avant, c'est toujours géré par une société qu'on appelle l'AGS,
et qui, en fait, se voit, en fait, proposer une réforme, hem, où au départ, avant cette réforme, on pensait que c'était les salariés, puis ensuite les créanciers et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc là, il y a une réforme qui est proposée par l'exécutif, donc par le gouvernement, où en fait cette hiérarchie va changer et on dit que, bah, tout simplement, en fait, ça ne sera plus les salariés qui vont être les premiers bénéficiaires, en fait, de l'argent qui sera récupéré par les faillites, mais par les, mandataires. Et qu'est-ce que ça veut dire les mandataires? Bah, en fait, ça veut tout simplement dire ceux qui ont prêté de l'argent. Et généralement, ceux qui ont prêté de l'argent, ce sont des fonds d'investissement et populairement des banques. Donc on est en train de dire que ça va être les banques qui vont récupérer de l'argent de la faillite de cette entreprise avant les salariés. Et ça, c'est... Si c'est pour dire... si c'est pour montrer à quel point le lobby des banques est présent et puissant, c'est typiquement le genre de réforme qu'on voit arriver et qui fait vraiment peur. Voir aujourd'hui des salariés passer après des banques, c'est franchement inquiétant. Et puis surtout, ça dénature complètement le principe de l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une société doit investir, mais doit en même temps prendre des risques. Et là, on est en train de changer complètement cette hiérarchie des normes où on dit, bah, vous prenez des risques, mais vous inquiétez pas, l'État vous aide à en prendre moins. Voilà, vous aide à en prendre moins. Et ça c'est inquiétant. Et puis surtout, je pense à ces salariés qui donnent du temps, la majeure partie de leur temps de vie, et qui va passer bah, tout simplement après les banques. Et ça, moi, ça me fait un peu peur. Et on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'il y a de gens de plus en plus qui passent de plus en plus vers la finance décentralisée, et ça se comprend tout simplement. Donc voilà, c'était un petit peu l'info dont je voulais vous parler. C'est pas pour tirer contre les banques, mais c'est juste pour montrer qu'aujourd'hui les banques aillent titiller les oreilles des gouvernements pour dire bon bah ça serait bien qu'on change un petit peu la hiérarchie des personnes qui vont récupérer de l'argent. Ben moi ça m'inquiète et ça m'explique en fait à quel point ben cette puissance financière des banques doit peut-être être revue à la baisse. Et voilà, c'est le genre de réforme qui me fait un petit peu hérisser les poils. Alors, l'AGS, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est un régime en fait de garantie des salaires qui a été mis en place dans les années 70 et qui garantissait que en cas de faillite, c'était les salariés qui récupéraient leur salaire, leurs congés payés, leurs indemnités de licenciement, et cetera, avant tout autre mandataire dans eh ben, justement cette revente de cette entreprise en faillite. Parce que bon, une entreprise en faillite a du matériel, des comptes, une trésorerie, etc., qui va être liquidée. Et donc ça servait d'abord et avant tout aux salariés, avant d'être, avant que ça passe dans les autres créanciers. Et là, ben, ce qui est proposé, c'est tout simplement que ce soit les banques et les administrateurs de l'AGS, donc garantir en fait les salaires de ce régime et des banques avant les salariés. Bon, je vais arrêter avec ce sujet et on va passer directement en fait aux indicateurs dont je voulais parler. Et donc, le premier des indicateurs, c'est-à-dire celui qui a la plus grande puissance dans les mouvements financiers, eh ben, vous le voyez, c'est ce qu'on appelle le bon du trésor à 10 ans américain.
Alors, ce bond du trésor américain, c'est le number one, c'est celui sur lequel il faut vraiment faire le plus attention. Et donc, si vous regardez bien, depuis le début de l'année, il a fait une jolie petite hausse. Alors, le taux d'intérêt directeur des bons américains, c'est en fait des prêts qui sont liés en fait au trésor américain et qui émet en fait des obligations. Ce sont en fait des crédits euh, et qui en fait vont permettre en fait de fluidifier la trésorerie de l'État américain. Voilà. Et donc ce taux-là actuellement est à 1,5%. Et il a eu une augmentation qui était très puissante. Vous le voyez, en début de l'année, on était à peu près à 0,9. Aujourd'hui, on est à 1,5. Et donc, pourquoi est-ce que cet indicateur est extrêmement important et le plus important? C'est que tout simplement, en fait, il indique la confiance que les investisseurs ont envers le trésor américain. Donc, plus il est bas, et donc plus on se dit à peu près en confiance envers l'État américain et donc sa capacité à rembourser son emprunt. Et donc quand on le voit monter, ça veut tout simplement dire que derrière tous les autres marchés, on a un petit peu moins confiance. C'est-à-dire que, en fait, tout simplement, on se dirige vers les bons des États quand on commence à manquer un peu de confiance envers les marchés. Donc, c'est un espèce de couteau à double tranchant. Quand on va en fait vers les taux directeurs et vers les bons du Trésor américain, ça veut tout simplement dire qu'on perd confiance envers le marché. Et donc, c'est ce que vous avez vu. Ce qu'on a remarqué, c'est que à partir du 27 janvier, à partir du 27 janvier et surtout vers le 10 février, on l'a vu commencer à monter tout doucement. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que, eh ben, sur le S&P américain, le S&P américain, c'est tout simplement le, les 500 valeurs les plus importantes du truc américain. Je vais trouver mes mots. Hein. Si on regarde bien, ici, je vais vous montrer un petit peu le S&P. Hop. Hop, le cours de bourse S&P, on l'a ici. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir un peu plus J'aurais peut-être pas dû aller sur Zone Bourse. On va aller sur Boursorama. Et donc, si on regarde l'analyse technique, regardez, comme je vous disais, ici, on se met en 3 mois. Et vous le voyez ici, vers le 4 février, ici, vers le 10 février, notamment le 4 février par ici, vous voyez une petite augmentation, donc on a une petite montée, puis une redescente et ensuite une remontée. Et donc si on est ici, on reprend la même chose vers 4 janvier, puis ensuite une petite descente le 15 janvier, on remonte, puis on redescend. Vous le voyez hein, ici, hein, le 26 janvier. Si on regarde ici, le 26 janvier, c'est par ici. Vous le voyez, hein, cette petite montée ici. Eh bien, vous avez tout simplement cet effet vase communicant, comme je vous dis, où ici, le 26 janvier, on descend, et le 26 février, par ici, voilà, 26 février, par là, on a une petite descente. Vous le voyez. Hein. Donc, le taux des bons américains augmente et le S&P 500 diminue. Et donc, je vais vous intégrer cette deuxième notion
où quand je vous parle de vase communicant, on parle de corrélation. Et donc, quand il y a vase communicant, il y a corrélation. Si quelque chose monte et que l'autre descend, on parle de corrélation. On va voir ça en fait en deuxième partie et je vais vous expliquer un petit peu comment se passent les corrélations et quelles sont les corrélations intéressantes à voir. Donc, premier indicateur super important, le bon du trésor américain à 10 ans, c'est vraiment un indicateur le plus puissant qui soit et qu'il faut vraiment regarder. Et donc, quand il augmente, il faut s'inquiéter sur les marchés. Et quand il diminue, on a tendance à se dire que sur les marchés, ça va mieux, on a confiance au marché et donc forcément les CAC 40, tous les indices, etc., vous allez les voir augmenter. Si le taux directeur, si le taux du bon américain 10 ans monte, vous allez les voir descendre. Voilà. Deuxième indicateur extrêmement important, l'euro-dollar. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est la monnaie la plus liquide, c'est enfin, ce qu'on appelle en fait la parité, donc une monnaie contre une autre. Et donc, ce sont les deux monnaies les plus importantes. Et donc, quand le dollar a tendance à augmenter, donc quand on regarde la parité euro-dollar, si le dollar augmente, eh ben, vous allez voir la courbe diminuer. Donc, c'est le dollar qui prend de la valeur. Et si vous voyez la courbe monter, c'est que l'euro prend de la valeur. C'est l'euro qui prend de la valeur. Donc, quand ça descend, l'euro USD diminue, c'est le dollar qui prend de la valeur. Et un petit peu comme le bonds, le bon à 10 ans, si le dollar a tendance à prendre de la valeur en lui-même, c'est qu'on commence à perdre confiance envers les marchés. Et on retrouve toujours cette corrélation dont je vous parle. Euh, si quelque chose perd confiance, on reprend confiance envers une autre. Et donc là, vous le voyez, on est sur la paire euro-dollar en jours et on voit depuis le début de l'année que l'euro perd de la puissance et le dollar s'apprécie. Le dollar étant la monnaie la plus puissante aujourd'hui, si la monnaie du dollar s'apprécie, euh, cela veut dire qu'on va payer tout ce qui est libéré en dollars plus cher. Et donc, forcément, ça grignote les bénéfices des sociétés qui sont libellées en dollars. Et je peux vous dire qu'il y en a énormément. Il y a énormément de sociétés qui sont libérées en dollars, mais vous avez aussi le pétrole qui est libellé en dollars, l'or qui est libellé en dollars, l'argent qui est libéré en dollars, etc., etc. Donc, si le dollar prend de la valeur, ça veut dire que on perd de la valeur ailleurs, et notamment dans ces commodités. Donc c'est pour ça que c'est un indicateur extrêmement important à regarder. Et vous allez voir qu'avec le Bitcoin, justement, on pense que le marché de la crypto-monnaie est assez décorrélé, en fait, est un univers à côté du, à côté justement de ce marché traditionnel. Et ben, vous allez voir ensemble que c'est peut-être pas forcément vrai. Et que ce qu'on va se rendre compte, c'est que quand le dollar prend de la valeur, eh ben, le Bitcoin a tendance à diminuer et à perdre de la valeur. Donc, il y a une corrélation un petit peu entre les deux. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire attention. Donc, si vous voulez savoir à quel moment rentrer sur les marchés, sur le marché du Bitcoin ou sortir du Bitcoin, je vous incite grandement à regarder un petit peu l'indicateur euro-dollar parce qu'il y a une grande corrélation entre les deux et on va le voir ensemble. Troisième indicateur extrêmement important, le VIX, le S&P VIX. Le S&P VIX, qu'est-ce que c'est? C'est l'indicateur de volatilité du S&P 500. Donc, si vous voyez ici, en fait, le S&P 500, qui est juste c'est le CAC 40 des États-Unis, donc c'est le plus grand, c'est le plus grand indice
des 500 sociétés les plus puissantes, avec la plus grande capitalisation boursière aux États-Unis. Et donc, vous le voyez hein, ici, là, depuis mars, période de crise du Covid, jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez vu, une excellente reprise magnifique, où on a même pété au-delà. C'est-à-dire ici, là, on était juste avant la chute de la bourse due à la crise du Covid, et maintenant on est même au-dessus, largement au-dessus, le secteur de la technologie ayant largement contribué à cette envolée au-dessus du plus grand sommet. Et donc, ce que vous voyez là, hein, vous le voyez un petit peu là, ici, là, vous voyez le S&P 500, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui commençait à diminuer à partir du 24 février, etc., et qui commence à diminuer. Et ben, le VIX, en fait, est tout simplement un indicateur qui mesure la volatilité de cet indice. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on mesure la volatilité de cet indice? C'est que tout simplement, en fait, quand la volatilité commence à montrer des signes, hein, vous le voyez ici par exemple, mars 2021, la volatilité due à la crise, vous le voyez, hein, chute des marchés ici du S&P. Allez, vas-y, chute du marché ici. Et le VIX, lui, montre justement une hausse de la volatilité et ensuite une baisse de la volatilité, puisqu'on voit tout simplement que le S&P a petit à petit pris de la valeur du mois de mars jusqu'à ce mois de mars aujourd'hui. Et donc, on voit ici qu'il y a des petits sursauts de volatilité ici. Et donc, plus le VIX est bas, et plus il montre un signe de santé des marchés, tout simplement. Donc, quand on a des hausses comme ça, il est soit à la hausse, soit à la baisse, mais généralement, on a plutôt en fait des fortes baisses plus que des fortes hausses. Généralement, on prend plusieurs jours à monter, mais on prend 1 jour à 2 jours pour descendre grandement. Donc généralement, ces hausses comme ça du VIX montrent généralement des baisses. Et donc, vous le voyez hein, ici, hein, vous le voyez, le S&P, la fin là ici là de ces jours en fait de S&P, on voit une hausse de la volatilité qui correspond tout simplement ici, vous le voyez. On attend. Voilà, allez, vas-y. Voilà. Qui correspond à ces creux du S&P ici, qui sont assez brutales. Voilà, donc c'est vraiment un indicateur assez important parce que il nous montre à quel point quand il augmente, il faut faire attention au marché parce que il se peut que ça diminue d'un coup. Et donc, au lieu de regarder un petit peu le marché, le S&P diminuer, on peut tout simplement mesurer en fait grâce au VIX la volatilité. Et donc, si on voit que ça commence un petit peu à augmenter, c'est qu'il faudra s'inquiéter un petit peu sur les marchés. Il se peut qu'il y ait une baisse qui arrive très prochainement, voire très très prochainement, puisque c'est quasiment instantané. Voilà. Troisième indicateur, le VIX, qu'il faut absolument regarder. Et donc le quatrième indicateur qui est assez important et qui montre aussi un signe de marché, un mouvement de signe de marché qui commence à partir un petit peu en bulle, c'est tout simplement l'indice CRB. L'indice CRB, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'indice qui mesure en fait l'augmentation de toutes les matières premières. Alors, la plus importante étant celle du pétrole, bien sûr, mais vous allez avoir aussi une mesure dans ce panier-là, dans le panier du CRB, de l'or, de l'argent, du cuivre, du blé, voilà, de toutes les commodités matières premières qui sont
justement compilé en fait dans cet indicateur et qui fait tout simplement une moyenne de la hausse des prix ou de la baisse des prix. Et donc, si vous regardez bien, ici, on a une baisse des prix due bah, tout simplement à la crise, comme vous le savez. Et puis si on zoome, on va partir sur 3 mois ici depuis le début de l'année, vous le voyez, hein, les matières premières ont eu plutôt tendance à augmenter. Et donc pareil, si la matière première a plutôt tendance à augmenter, ça veut tout simplement dire que ça rogne sur les bénéfices des entreprises et donc, on a plutôt, en fait, le marché va plutôt anticiper le fait que bah, les entreprises vont faire moins de bénéfices et donc voir le cours de ces sociétés avoir tendance à diminuer. Et donc, vous le voyez, hein, depuis le mois de janvier ici, on a une augmentation jusqu'à à peu près, bah, je ne vois pas c'est quel jour, oui c'est ça, 24-25 février, une petite chute. Donc ça montre bien hein, ce retournement de tendance. Hein. Là, vous le voyez, hein, retournement de tendance où bah, cet indice de CRB a tendance à diminuer parce que tout simplement, il a pris énormément de valeur. Et donc, à un moment donné, il y a un point de chute où les marchés vont avoir tendance à se dire « Ouh là là, ça commence à devenir vraiment très cher ». Et donc, on a ce retournement de tendance. Donc, quand on voit cet indice de CRB prendre de plus en plus de valeur, c'est-à-dire jusqu'à atteindre quasiment les 210, c'est plutôt un signe voilà, de matières premières qui commencent à devenir très chères. Et donc là, si vous regardez ici, là par exemple, on commence à peu près au 117, vous voyez ici, on a plutôt un marché qui est assez stable dans le prix. Enfin, si on fait une moyenne ici, c'est à peu près stable. Puis ensuite, on a une crise due au Covid-19 et puis cette remontée. Et donc, comme c'est pas très cher ici, on voit tout simplement en fait le prix des entreprises augmenter, enfin les indices augmenter parce que c'est pas encore très très cher. Mais quand on commence à atteindre un petit peu les sommets ici, vous le voyez 210, notamment en 2018, on a eu une belle petite chute parce que voilà les matières premières ont commencé à devenir très très chères. Bah, vous le voyez ici là, on est à peu près pareil, on commence à aller un petit peu dans les hauteurs et donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit tout simplement que merde, je vous ai pas montré le graphique, ça c'est un petit peu très chiant. Je refais. Donc, vous voyez ici l'indice du CRB depuis 2017, 2016-2017, où c'est quand même assez stable ici cet indice-là, cet indicateur. Et donc ensuite, crise du Covid-19, on a une chute de la matière première due à sa non-utilisation puisque tout le monde était confiné. Donc forcément, plus personne ne prend commande. Donc les matières premières ont plutôt tendance à descendre. Loi de l'offre et de la demande. S'il y a peu d'offres, forcément, il y a beaucoup de demandes et donc le prix a plutôt tendance à diminuer. J'espère que je ne vais pas trop vite. Et donc là, vous le voyez, hein, depuis mars 2021, on commence à revenir un petit peu dans les sommets ici, ce qui donne un signe un petit peu inquiétant, puisque les matières premières deviennent chères, et donc il y a une possibilité de rogner sur les bénéfices des entreprises. Et c'est pour ça que vous voyez un petit peu cette chute. Vous avez observé cette chute des matières, des indices boursiers du CAC 40, du DAX, etc., parce qu'on commence à se dire, ouh là là, ça commence à devenir un petit peu cher, les matières premières, ça va rogner sur le bénéfice des entreprises. Donc, pour moi, c'est quand même un indicateur extrêmement important, et ça, pour moi, c'est plutôt un signe de attention, la remontée des cours ne va pas se faire tout de suite. Parce que tant que les matières premières seront chères, le bénéfice des entreprises ne va pas reprendre tranquillement. Donc, à surveiller énormément, parce que pour moi, là, c'est typiquement le signe d'une période où les entreprises vont plutôt avoir tendance à stagner, voire peut-être même à diminuer si ça commence à prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc, indice du CRB, indice de toutes les matières premières, on en fait une moyenne. Et donc, s'il augmente,
c'est plutôt signe de surchauffe des marchés. Donc, faut faire très attention en ce moment. Donc ça, c'est un petit peu les 4 indicateurs qui sont extrêmement importants sur le marché dit traditionnel. Et donc, vous me connaissez, je traite autant du marché traditionnel que du marché des crypto-monnaies. Et donc, on va aller directement dans les indicateurs qui sont pour moi extrêmement importants dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc, on y va tout de suite. Vous le voyez ici, indicateur extrêmement important pour moi et qui est signe de santé. Il faut que je bois un peu d'eau. Qui est signe de santé du marché de la crypto-monnaie. Eh ben, la market globale du marché de la crypto-monnaie, pour moi, indicateur le plus important. Vous m'entendez toujours, hein? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, vous m'entendez toujours. C'est nickel. La market globale du marché des crypto-monnaies, vous le voyez, hein, 2014, 2015, 2016, 2017, c'était plutôt tranquille. Ensuite, on a eu une explosion en 2018 ici, que vous voyez à peu près par là, je crois. Hein, non, non, 2018, c'était là. Oui, effectivement, là, j'ai mal calé mon truc. 2019, eh ben, on est plutôt tranquille et vous le voyez hein, depuis 2020 et notamment la crise du mois de mars ici 2020, une petite chute ici du marché de la crypto et ensuite une envolée tout simplement monstrueuse de la capitalisation de la bourse de marché des crypto-monnaies. Donc, ça veut tout simplement dire un flux énorme de capitaux qui arrivent sur les protocoles de crypto-monnaies. Et donc, euh, ça reste encore bien évidemment très marginal hein, par rapport au marché, on va dire, dit traditionnel. Mais on voit cette prise cette prise d'intérêt pour le marché des cryptos. Et donc, pareil, si on zoome sur 2021, on a une belle explosion tout au long du mois de janvier jusqu'au mois de février. Et vous le voyez, hein, vers le 22, puis ensuite le 23, 24, et ben, on a ce petit retournement. Et donc, c'est ce que vous avez vu. Hein, c'est petite baisse de la crypto-monnaie. Hein. Ici, on était à peu près à 58 000, je crois, 58 000 dollars pour le Bitcoin. Et donc, une petite baisse, hein, c'est tout simplement en fait le retournement de marché de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, cette augmentation justement du taux directeur qui a fait à partir d'ici là, à partir voilà, on va dire ouais voilà par là, par ici, voilà 22 février, vous le voyez, hein, cette petite explosion des bons à 10 ans qui a tout simplement en fait fait diminuer le dollar et donc le Bitcoin. Et oui, il y a une corrélation entre le dollar et le Bitcoin, une très forte corrélation. Et donc, si je vous le montre ici et que j'intègre le Bitcoin ici, eh ben, vous allez voir que, alors bien sûr, ici vous voyez, hein, ça c'est le Bitcoin et donc une volatilité bien plus grande que le dollar hein, que vous voyez ici, hein, qui prend plutôt, voilà, qui diminue entre, on va dire à peu près 20 centimes. Il a un delta de 20 centimes. Forcément, le Bitcoin a un delta bien plus grand. Mais ce que vous remarquez, hein, c'est que quand, si on zoome un petit peu, quand le dollar, l'euro-dollar, la paire euro-dollar a tendance à monter, eh ben, vous avez le Bitcoin qui a tendance à augmenter. Et quand l'euro-dollar commence à diminuer, vous avez une petite diminution. Ici, une petite remontée.
là une diminution. Vous le voyez, hein, ça suit. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voyez l'euro-dollar commencer à descendre, vous allez avoir le Bitcoin qui va commencer à descendre. Il y a une corrélation entre les deux, et c'est pour ça que il y a beaucoup de mes collègues youtubeurs qui sont très crypto et qui sont concentrés sur les cryptos. Je vois aussi Cryptomatrix, par contre, lui, qui est un petit peu plus ouvert et qui voit un petit peu plus le marché. Mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de youtubeurs crypto qui ne s'intéressent pas un petit peu plus au marché dit traditionnel, parce que les gros portefeuilles s'intéressant au marché traditionnel font bouger les prix des marchés crypto. Et donc pour moi, c'est extrêmement important de regarder en fait autant le marché traditionnel que le marché crypto, parce que pour l'instant, les gros portefeuilles sont corrélés à ce marché-là. Donc le Bitcoin aujourd'hui est un actif à part entière que je trouve que je pourrais quasiment mettre dans le marché traditionnel, tant il est corrélé aux autres marchés. Alors forcément, de temps en temps, vous avez quelques petites décorrélations, mais d'une manière générale, ils sont assez corrélés ensemble. Et donc, s'il y a une chute assez importante, par exemple, l'euro-dollar était il y a quelques semaines à 1,21 $ et qu'aujourd'hui on l'a à 1,19 $, vous allez avoir une belle chute, hein, une belle chute du BTC, parce que tout simplement, effet vase communicant, quand le dollar perd de la valeur, eh ben, le Bitcoin en prend, et quand le dollar gagne de la valeur, eh ben, le Bitcoin en perd. Voilà, tout simplement. Ça, c'est extrêmement important à savoir. Donc, premier indicateur extrêmement important à savoir et à connaître dans le marché de la crypto, c'est la market cap. Vous avez deux types de market cap. Hein. Vous avez la market cap totale, c'est-à-dire Bitcoin plus tous les altcoins. Donc les altcoins, c'est tout simplement les crypto-monnaies et les tokens autres que Bitcoin. Et juste en dessous, vous êtes sur CoinMarketCap là, vous avez la capitalisation totale hors Bitcoin, où en fait on dit généralement que quand le marché du Bitcoin, quand le Bitcoin seul commence à diminuer, toujours cette histoire de vase communicant, on a les crypto-monnaies alternatives qui prennent de la valeur. Donc ce que vous voyez, c'est cette petite chute ici que vous voyez de la crypto-monnaie, eh ben, vous allez la retrouver ici, je vous le montre. Voilà. Légèrement, quand le Bitcoin aura terminé de chuter, eh ben, vous allez voir les altcoins commencer à prendre de la valeur, parce que tout simplement, en fait, on commence à les flux, en fait, partent du Bitcoin pour aller vers les crypto-monnaies alternatives. Donc là, vous voyez, hein, il y a une petite corrélation qui est assez intéressante, mais vous allez avoir des moments où tout simplement le Bitcoin va stagner et les autres crypto-monnaies vont augmenter. Voilà, donc extrêmement important. Vous avez aussi la dominance du Bitcoin. C'est un petit peu ce que je vous explique. Hein. Vous le voyez ici, hein, quand la dominance du Bitcoin a tendance à diminuer, vous le voyez ici, là, vous le voyez, là, il est à 80%, ensuite 67%, 70%, et bien vous avez les autres crypto-monnaies qui sont en train de augmenter. Vous le voyez, hein, Ethereum passe de 17% à 28%, etc., etc. Et donc, quand le Bitcoin a tendance à monter, eh ben, les crypto-monnaies alternatives ont tendance à diminuer. Vous le voyez, hein, chaque fois qu'il y a un creux du Bitcoin, il y a une augmentation des altcoins. Donc, extrêmement important de comprendre qu'il y a des vases communicants sur les marchés. C'est extrêmement important pour ne pas se faire avoir et ne pas être toujours à la ramasse. Après, bien sûr, si vous êtes un investisseur sur le long terme, vous regardez tout simplement sur différentes années et vous espérez voir votre crypto-monnaie prendre de la valeur. Mais à court terme, quand le Bitcoin a plutôt tendance à diminuer, vous avez les autres crypto-monnaies qui ont tendance à prendre de la valeur. Et donc là, c'est ce que vous voyez un petit peu. Si vous avez d'autres crypto-monnaies,
vous voyez un petit peu les altcoins commencer à reprendre un petit peu des couleurs. C'est tout simplement en fait cette décorrélation. Vous l'avez vu ici, la chute. Là, on le voit, hein, ici, là, à la fin de ce mois-ci, c'est assez extraordinaire parce qu'on voit le Bitcoin qui a pris un petit peu de valeur, mais aussi les autres altcoins, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare, ce phénomène-là qu'on a vu à la fin de ces derniers jours, là, hein, mois de janvier. Alors, attendez, truc. Ouais, non, ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. C'est un phénomène assez exceptionnel parce que vous le voyez hein, ici. Non, non, non. Non, 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 on reste quand même dans cette corrélation, hein, le Bitcoin qui diminue, et puis vous voyez les autres altcoins, notamment le Ethereum. Il y a vraiment un gros effet vase communicant entre les deux, hein, l'Ethereum, et on a vu la ligne blanche, les autres crypto-monnaies qui ont augmenté aussi là, hein, vous le voyez, pendant que le Bitcoin a plutôt tendance à diminuer. Voilà. Donc, le coin market cap, extrêmement important à regarder, que ce soit au niveau du Bitcoin, mais aussi au niveau des altcoins, donc des crypto-monnaies alternatives. Ici, pareil, là on est que dans le total value locked, c'est-à-dire tout l'argent qui est coincé, qui est bloqué dans la finance décentralisée. Et donc, DeFi Pulse est plutôt orienté Ethereum. Donc là, c'est vraiment tout l'argent qui est bloqué dans Ethereum. Et vous le voyez hein, ici, hein, mois de février, depuis le mois de janvier, on a une belle hausse. Ensuite, on a eu un petit plateau là. Et puis, vers le 21 février, encore une fois, on a une petite descente qui montre en fait ce renversement de tendance, comme je vous ai dit tout à l'heure, dû justement aux bons du Trésor américain qui ont tout simplement flambé. Voilà, donc ça vous le voyez hein, ici. Et donc ça c'est un signe de santé. Plus il y a de l'argent dans le protocole, plus le protocole est important, tout simplement. Bon, on n'a pas encore à se plaindre, hein. On était à peu près à 108 millions 8 décembre. On est maintenant à 1300 milliards. Ah ouais, on est à 1300 milliards. Ouais. Si je comprends bien, 1300 milliards, c'est juste monstrueux. On a atteint des sommets hein, là à 2000 milliards, si je me trompe pas. Hein. Reprenez-moi si je me trompe. Mais voilà, 2000 milliards sur la défi, ça commence à prendre un petit peu une belle petite valeur. On est encore très loin hein, de tout l'argent qui est bloqué dans le marché traditionnel. Deuxième total value locked à regarder, moi je trouve qui est important et qui commence à prendre de la valeur, c'est celui du protocole Binance Smart Chain, où on le voit hein, depuis le mois de février. Dommage qu'on ne le voit pas un petit peu plus, je pense qu'on pourrait le voir un petit peu plus, mais bon, depuis le 4 février, on a cette augmentation du truc là, on est à peu près à 9 milliards. Ah oui, donc on n'est plus très loin du protocole. Donc c'est bien ce que je me disais. Ici, c'est pas 1300 milliards, mais c'est plutôt 1,4 milliard. Et donc, ah non, on est à 1400 milliards. Hein. Ouais, non, on est à 1300 milliards. Hein. Ouais, là, je sais plus. Faudrait que je regarde ça parce que je vois pas très bien. Là, ici, on est à oui, donc là, on est bien en 9 milliards. On est bien à 9 milliards ici. Et ici, on est à... Ouais, non, je pense qu'on est à 1,32 milliards. Ouais, 1,32 milliards. Ouh là là je suis en train de... Ah ben non, c'est pas possible, j'étais sur Badger. Ben oui. C'est ce qui me paraissait bizarre. Voilà. Là, on est à 38 milliards. On est à 38 milliards de total value locked, donc d'argent qui est
bloqués dans la finance décentralisée, notamment du côté d'Ethereum, 38 milliards contre 9 milliards pour la Binance Smart Chain. Hein. On a une belle envolée hein, depuis le mois de janvier. Donc voilà, c'est un marché qui commence à compter, la Binance Smart Chain. Et vous allez voir pourquoi est-ce que je vous en parle, parce que il y a des choses très importantes. Alors, dernier indicateur qui est pour moi extrêmement important dans le milieu de la crypto-monnaie, ce sont ce qu'on appelle les baleines, notamment les whales en anglais. Les whales, ce sont des personnes qui ont soit plus de 100 bitcoins dans leur portefeuille ou plus de 1000. Et donc là, notamment, ce qu'on est en train de regarder, c'est les plus de 1000 bitcoins dans leur portefeuille. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de regarder le nombre d'adresses qui ont plus de 1000 bitcoins? Est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? C'est que tout simplement, en fait, étant donné que ce sont des game changers dans le marché, c'est-à-dire que quand ils font un mouvement, ben, ça se voit sur les cours, parce que tout simplement, étant donné qu'ils déchargent ou chargent beaucoup d'un coup, eh ben, ils ont une grande importance sur le marché, parce que voilà, ils sont capables en fait d'acheter en grand nombre ou de vendre en grand nombre, et donc on a forcément le prix des bitcoins qui est forcément corrélé à leur mouvement. Donc, quand on regarde en fait cette belle courbe qu'on a en bleu, je suppose, oui, c'est ça, en bleu, eh ben, vous voyez tout simplement que depuis le mois de janvier, ils ont plutôt tendance à accumuler, à avoir plus d'adresses avec plus de 1000 bitcoins, et donc forcément, rareté se faisant, le prix aura tendance à augmenter, puisque sur les marchés, on a de moins en moins de bitcoins, donc forcément, le prix aura tendance à augmenter avec la loi de l'offre et de la demande. Et donc, jusqu'à, comme vous le voyez, hein, le mois de... hop là, je vais remettre ici, voilà. Jusqu'au mois de... On va commencer de février à aujourd'hui. Je peux pas le voir. Bon, c'est pas grave. Oui, oui, il faut payer. Mais en tout cas, voilà, ça montre bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Plus il y a d'adresses avec plus de 1000 bitcoins, et plus il va y avoir forcément un effet de rareté sur les marchés, et donc le prix aura tendance à augmenter. Ça, c'est important à le savoir et à toujours regarder, parce que si vous voyez un nombre d'adresses qui diminue avec plus de 1000 bitcoins, ça veut dire qu'il se retrouve tout simplement dans les plateformes d'échange, et donc le prix va plutôt avoir tendance à diminuer. Voilà pour les indicateurs. Donc on en a 8. Donc les bons à 10 ans, l'euro, dollar, le VIX, le CRB, indicateur de toutes les matières premières, la capitalisation boursière des crypto-monnaies, aussi dans la DeFi, la capitalisation boursière, notamment celle d'Ethereum et celle de la Binance Smart Chain, et bien sûr le nombre de bitcoins, le nombre d'adresses avec plus de 1000 bitcoins. Pour moi, c'est voilà, les indicateurs qui sont extrêmement importants à suivre. Petit tips, je voulais vous montrer un petit truc qui est assez intéressant. Ça se passe du côté justement de la Binance Smart Chain, et je voulais un petit peu vous montrer, un petit peu vous comparer, un petit peu les taux d'intérêt qu'on a entre l'un des plus grands protocoles qui s'appelle Aave du côté d'Ethereum, et je voulais vous le comparer un petit peu avec les taux d'intérêt avec celles qu'on trouve dans la Binance Smart Chain. Moi, je trouve que aujourd'hui, la Binance Smart Chain commence à être vraiment intéressant,
si on regarde bien, bon, bah, on a 12% d'intérêt quand on dépose sur l'USDC, par exemple, 12% sur Aave, sur Ethereum, et on est à 13% sur Vénus. Donc, un petit peu plus intéressant. On peut regarder du côté, bah, je ne sais pas moi, par exemple, le BUSD sur Aave et le BUSD, moins intéressant ici sur Vénus que sur Aave. Mais bon, si vous arrivez à avoir 30% avec Ethereum, c'est que vous êtes millionnaire. On va prendre par exemple le LTC. Le LTC chez Vénus, il est à 4,5%. Le LTC chez Aave, il est à combien? On peut pas le... On peut pas. C'est intéressant. Il n'y en a pas sur LTC, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de trucs BCH, par exemple, 1,35. Est-ce qu'on a du BCH ici? On n'a pas de BCH non plus. Donc, vous voyez, hein, c'est quand même assez c'est intéressant. Le Link, je pense que le Link, oui, on a du Link sur Aave. Le Link, on est à 1,1%. Et le Link, on est à 4,29% chez Vénus. Voilà, hein, c'est assez intéressant à voir. Quoi d'autre? Le DAI 12,33%. On est à 5,2. Waouh! On est à deux fois plus sur Vénus. Donc voilà, si vous voulez faire du lending et donner en fait, vos cryptos sur un protocole, en ce moment, Vénus fait une belle concurrence à Aave et à tous les protocoles Ethereum. Donc c'est quand même assez intéressant à voir du côté de Vénus parce que pour les crypto-monnaies les plus répandues, on est quand même pas mal. ADA Cardano 1,95. Est-ce qu'on a du ADA Cardano ici? Non. On n'a pas d'ADA Cardano. On pourra regarder aussi du côté de Compound. Qui, je pense, est pareil. On va aller dans l'app. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis peut-être pas dans le bon... Regardez ça. Hop. Vas-y, mon coco. MetaMask. Je vous ferai une petite vidéo pour configurer MetaMask comme il faut. C'est-à-dire avec tous les protocoles blockchain qui bougent un peu en ce moment. Bon, Compound ne veut pas bouger. Tant pis pour lui. Mais globalement, hein, je vous le dis, voilà, Vénus commence à faire vraiment de l'ombre au protocole Ethereum, notamment en lending, mais aussi en farming. Donc voilà, au lieu de laisser dormir sur votre MetaMask vos crypto-monnaies, je vous conseille d'aller faire un tour du côté de Vénus parce que ceci n'est pas un conseil en investissement, mais les taux d'intérêt sont vraiment plus élevés et puis vous allez le voir par vous-même, hein. Faites-y un petit tour. Deuxième chose que je voulais vous montrer, qui est juste un truc extrêmement utile que j'adore. Ça se passe du côté du site DappRadar. Et DappRadar en fait nous propose en fait de tout simplement en fait connecter votre wallet MetaMask et de vous montrer en un seul clin d'œil sur leur portfolio, sur le portfolio, et tout simplement tous les cryptos que vous avez dans votre portefeuille, mais aussi tout ce que vous avez bloqué en lending. Vous le voyez ici, un défi saving. C'est tout simplement ce que j'ai laissé en lending, donc en taux d'intérêt, c'est-à-dire en prêt sur le protocole Aave.
et ben, vous avez tout ça, en fait, qui est proposé en un seul clin d'œil. Je trouve ça juste génial. Donc, c'est DappRadar qui est juste oufissime. Et donc, vous pouvez choisir tous vos trucs. Et donc, DappRadar a fait quelque chose de pas mal parce que vous pouvez faire exactement la même chose sur Ethereum et sur la Binance Smart Chain. Sinon, sur la Binance Smart Chain, vous avez aussi ce qu'on appelle YieldWatch, qui est exactement la même chose que DappRadar, mais sur la Binance Smart Chain, et qui rend un service juste magnifique, où vous allez avoir compilé sur tous les protocoles de la Binance Smart Chain tout ce que vous avez stacké, tout ce que vous avez lendé, tout votre liquidity providing, c'est tout simplement en fait 2 tokens que vous allez mettre à disposition du protocole pour pouvoir fluidifier en fait les transactions, et donc vous êtes rémunéré en crypto-monnaie du protocole que vous utilisez. Notamment là par exemple j'utilise le Pancake et donc je suis rémunéré en cake pour le service rendu. Et donc YieldWatch, très intéressant, qui vous permet justement en une seule page de voir un petit peu tout votre protocole. Vous le voyez ici, en Ethereum, je suis à 1,58 contre DappRadar ici où je suis en DeFi à 0,15 0,15 Ethereum. Mais comme je ne peux pas les bouger, je suis obligé de les laisser là. Donc, parce que les frais de gaz sont juste énormes, je vous en ai déjà parlé. Donc, on va laisser ça en attendant de jours meilleurs sur Ethereum. Voilà, donc faites un petit tour du côté de la Binance Smart Chain et de son protocole DeFi. C'est quand même assez intéressant, et le lending est aussi intéressant. Et puis utiliser ces 2 sites internet qui sont pour moi juste génial, parce que j'ai tout simplement une vue globale sur tous mes protocoles, tout ce que j'utilise dans mon MetaMask et dans les protocoles Ethereum et Binance Smart Chain. Voilà. C'est un live. J'espère qu'il vous a plu. Je voulais faire ce live-là parce que pour moi, c'est vraiment important de ne pas rester, de ne pas regarder ces indicateurs-là, parce que pour moi, c'est vraiment des indicateurs qui sont extrêmement importants à connaître, parce que sinon, vous finissez vite à la ramasse. Vous vous demandez pourquoi est-ce que le marché d'un coup tombe, pourquoi d'un coup, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que ça diminue. Généralement, vous avez des corrélations, et ces corrélations sont extrêmement importantes à connaître, parce que pas d'exposition au marché sans avoir toujours ces indicateurs sous le nez, quoi, parce que c'est extrêmement important. Voilà. On va s'arrêter là. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis au prochain live. Prochain live, je vais vous faire un live où on va tout simplement configurer le MetaMask, parce que pour moi, c'est vraiment le premier portail vers la finance décentralisée. Et donc, on va connecter tous les protocoles qui sont pour moi aujourd'hui les plus importants, à savoir Ethereum, c'est natif, mais aussi Binance Smart Chain, Matic, Avalanche, et on va les configurer pour pouvoir communiquer avec sa crypto-monnaie et son MetaMask sur tous ces protocoles. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour le prochain live. À plus.